je suis ravie avec ma collègue donc Muriel Sanchez-Montoya de vous retrouver pour ce enfin ce deuxième module de la deuxième édition du programme Dialogue, droit et diversité, mis en œuvre par ISM Interprétariat dans le cadre de son observatoire de l'intégration et de l'accès aux droits des personnes migrantes, qui, comme voilà, peut-être certains le savent, mais peut-être certains pas encore, a été lancé il y a un peu plus d'un an maintenant, voilà, et qui marque un moment assez important au sein de notre association, allant vers effectivement plus de plaidoyer, plus d'actions de sensibilisation et plus de liens aussi avec nos partenaires aussi externes, en dehors, on va dire, des moments de prestation de services d'interprétation. Alors, comme vous le savez, ce programme, donc Dialogue, droit et diversité, se poursuivra jusqu'en mars 2024 avec 3 autres modules thématiques. Donc le prochain en janvier, puis février et mars. Je ne vais pas détailler ici, enfin, à cet instant, les différents thèmes. Normalement, vous les retrouvez, voilà, soit vous êtes déjà inscrit pour certains, sinon vous retrouvez tout notre programme détaillé en ligne sur notre site. Et puis, si, pour toute question, évidemment, vous pouvez aussi contacter l'équipe de l'Observatoire par mail ou téléphone en dehors. Il n'y a aucun problème. Nous serons ravis de vous répondre. Lors du lancement donc de ce programme le mois dernier, donc de la deuxième édition de ce programme, hein, on a déjà eu un premier programme 3D en 2022-23. Donc, lors du module de lancement le mois dernier, nous nous sommes intéressés à l'accueil des personnes migrantes et notamment à l'accueil, on va dire, par la langue, et ce à différentes échelles nationales, avec une perspective historique des politiques d'immigration. On est aussi allé on a zoomé, on va dire, à une échelle beaucoup plus locale, en allant voir ce qui se passait du côté de Vintimille, enfin, vraiment à la frontière. Et on a aussi été voir un petit peu ce qui se passait au niveau de ce métier de l'interprétariat et comment il était mis en œuvre ailleurs qu'en France. On avait eu l'exemple de la façon dont est organisé cet interprétariat en Suisse. Donc voilà, nous avons ainsi pu nous interroger aussi sur les rapports de la France à l'altérité, à comment on accueille l'autre avec ce grand A. Et à travers ça, on a voilà, aussi observé l'évolution de l'interprétariat de service public et en particulier du rôle essentiel, mais peu reconnu, des interprètes dans cet accueil. Le module que nous démarrons aujourd'hui porte sur les réalités et perspectives du droit d'asile. Là aussi, en croisant différents enjeux juridiques, politiques, linguistiques, toujours hein, pour nous, mais aussi sanitaires et sociaux, comme nous aurons l'occasion de développer notamment demain matin, en abordant là les conditions de vie des personnes exilées euh, avec les intervenants, effectivement, qui nous rejoindront demain. Euh, Aujourd'hui, comme vous le savez, on va être effectivement plutôt sur ces aspects juridiques, politiques, avec une actualité que vous connaissez toutes et tous. Euh, pour simplement rentrer un petit peu en matière sur ce sujet de l'asile et expliciter, même si peut-être pour vous, tout est assez clair, mais expliciter pourquoi, voilà, évidemment, on aborde au sein d'un de nos modules ce thème particulier. Juste pour contextualiser un petit peu ce sujet, je vous propose d'entrer en matière avec un tout petit sondage qui devrait normalement apparaître sur vos écrans pour, je dirais, contextualiser à l'échelle voilà, globale cette question des déplacements forcés. Donc, il n'y a pas c'est pas une interrogation, n'est-ce pas? C'est simplement pour voilà, prendre un peu le pouls ce matin. Je vais lancer, alors je lance tout de suite le questionnaire, non, enfin un questionnaire, c'est juste un petit sondage sur la question des déplacements forcés à l'échelle mondiale. Euh, à votre avis, ou voilà, certainement beaucoup d'entre vous le savez, le nombre de personnes déplacées de force dans le monde est plutôt stable depuis plusieurs années, connaît une baisse depuis la crise sanitaire du Covid, une baisse progressive depuis la crise, ou ne cesse d'augmenter.
Donc, je vous laisse voilà, quelques instants pour réagir et je poursuivrai mon propos. Bon, je vois que beaucoup se sont positionnés, mais on a quelques personnes voilà, qui sont... ça remonte aussi. Je vais... Je vois qu'on est déjà plus de 100 participants, hein. Merci encore d'être présents et je vois qu'on est plus de 80 à avoir répondu. Voilà. Bon, je vous demanderai juste de couper les micros, s'il vous plaît. Alors, voilà, je vais mettre fin au sondage. Je vais vous partager les résultats. Normalement, ça devrait s'afficher. Euh, Vous me faites signe si ce n'est pas le cas. Mais voilà, effectivement, comme le constate, comme voilà, la plupart d'entre vous l'avaient dit en répondant à cette petite question, le nombre, effectivement, de déplacés euh, fuyant effectivement des conflits, mais aussi des catastrophes effectivement naturelles, le nombre de déplacés forcés à l'échelle mondiale est en augmentation. Ces déplacés de force, voilà, évidemment, comme vous savez, sont comptabilisés par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et donc, dans leur dernier rapport semestriel, pardon, je vais arrêter juste ce partage-là, hop. Dans leur dernier rapport effectivement semestriel qui donc remonte à juin dernier, le HCR comptabilise plus de 110 millions de personnes déplacées de force dans le monde, avec tout particulièrement une augmentation d'1,6 million sur les 6 derniers mois, enfin donc de janvier à juin. Donc, entre fin 2022 et mi-2023, une nette augmentation atteignant en fait des chiffres jamais égalés. Et évidemment, ces chiffres datent d'il y a quelques mois. Vous vous doutez bien, malheureusement, que l'actualité de ces derniers mois voilà, ne va pas amener à réduire ce chiffre. Et c'est même, on estime, le HCR estime à même une atteinte de plus de 114 millions de personnes probablement à ce jour. Donc déjà, c'est effectivement, on a choisi d'aborder ce thème à cause de son ampleur. De son ampleur, à cause voilà, de son ampleur. Ensuite, on a décidé d'aborder ce thème, évidemment, parce que c'est aussi un domaine dans lequel les interprètes d'ISM interviennent depuis très longtemps, auprès des instances elles-mêmes. Donc, pour l'OFPRA, alors on y reviendra avec l'intervention de Maxime Maréchal tout à l'heure, mais à l'OFPRA, c'est depuis 1990 que des interprètes d'ISM sont présents lors des entretiens. Mais c'est aussi dans beaucoup d'autres cadres auprès des demandeurs d'asile, donc que ce soit peut-être avec des collègues justement, par exemple de Coalia, mais de plein d'autres associations qui travaillent avec des interprètes dans le cadre de l'accompagnement des personnes hébergées dans vos structures ou accompagnées dans vos structures. Donc ça, c'est effectivement voilà, déjà un autre motif, on va dire, qui nous a amené à choisir de retenir ce thème. Enfin, je dirais enfin, mais bon, ce n'est pas forcément la meilleure raison, c'est aussi parce que c'est un sujet, voilà, le sujet voilà, du droit d'asile, des droits des étrangers est un sujet d'actualité brûlante avec la reprise du processus de légifération du projet de loi donc pour contrôler l'immigration améliorer l'intégration, dont effectivement une version durcie a été adoptée mardi après-midi par le Sénat et qui processus donc législatif qui va se poursuivre en décembre avec l'examen au niveau de l'Assemblée nationale. Alors là aussi, j'ai juste une petite question que je voulais lancer autour de ce projet de loi et de ce que vous en savez. Alors, je lance ça tout de suite. Hop, sur le projet de loi, simplement pareil, hein, pour prendre un peu le pouls ce matin, ce projet de loi, donc c'est vrai qu'on en entend tous beaucoup parler de façon plutôt dramatique quand on est dans le secteur.
Euh, mais voilà, est-ce que vous avez une idée plus précise? Donc, ce projet de loi, il impacte en profondeur donc l'aide médicale d'État et le regroupement familial, mais touche peu à la question de l'âge, ne touche pas le sujet de l'asile, comporte des modifications marginales relatives à la procédure d'asile ou prévoit des changements en profondeur de la procédure et des conditions d'examen des demandes d'asile. Voilà, je vous laisse quelques instants aussi pour vous positionner. Alors là, c'est beaucoup plus partagé d'ailleurs. Hop, je laisse encore. Galaxy A21 S8 D94. Attends, parce que là, c'est bon. Alors voilà, bon, on a plus de la moitié, voilà, les deux tiers, plus des deux tiers ont répondu. Pour ne pas prendre trop de temps sur les interventions, voilà, ça donne déjà quelques tendances. Je vous partage. Alors, je mets fin au sondage. Donc, vous êtes quand même, oui, une majorité à savoir que ce projet de loi, à ce jour, prévoit des changements en profondeur de la procédure d'asile. Mais je vois qu'il y a quand même, et ce n'est pas, voilà, plusieurs, c'est aussi un des motifs pour lequel on va parler d'asile et de ce projet de loi ce matin. Euh, Vous êtes aussi 34% à dire que ça impacte en profondeur l'AME et le regroupement familial, mais ne touche pas l'asile. Voilà, donc je vous partage rapidement les résultats pendant que je poursuis. Et justement, en fait, comme je disais, on entend beaucoup parler de ce projet de loi. Pour autant, ce n'est pas le sujet de l'asile dont on entend le plus parler. Alors évidemment, quand on est vraiment dans ce secteur et qu'on suit l'actualité législative, bon, on en a entendu parler, mais pour le grand public, la question de l'asile dans ce projet de loi n'est voilà, pas forcément évoqué hein, dans les médias. L'attention politique et médiatique ne porte pas du tout sur cette question-là, malgré justement l'impact que les mesures proposées et donc adoptées déjà au niveau du Sénat pourraient avoir sur les personnes exilées. Je préciserai plus tard que voilà, ISM a d'ailleurs pris position et propose des recommandations euh, à destination des parlementaires qui seront rendues publiques très prochainement. Euh, et voilà, c'est vrai que dans la première intervention de ce matin, nous allons justement voir ce que ce texte et comment ce texte va impacter la procédure d'asile, les conditions de demande d'asile et impactera pas qu'un peu, considérant effectivement que ce projet de loi marque un changement structurel de fond de cette procédure de demande d'asile en France et des conditions d'examen de ces demandes. Alors, pour cela, je vais accueillir tout de suite nos deux premiers intervenants, mais simplement parce que je vois que on a eu un peu le souci en pratique. Je vous demanderai, oui, effectivement, de couper au maximum. On est très nombreux, on est 111, donc c'est merveilleux, mais c'est vrai qu'il faut vraiment s'assurer que les micros soient coupés quand on ne prend pas la parole. Comme vous le savez, nous enregistrerons la session essentiellement pour pouvoir diffuser des petites capsules des interventions par la suite. Et si vous avez des questions ou des réactions, on vous prie de les indiquer, enfin, voilà, déjà de les inscrire dans le chat. Et au moment des échanges, on vous redonnera la parole pour les poser. Mais ça permet déjà de voilà, un peu les synthétiser et regrouper s'il y a des questions qui se recoupent. Voilà. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Nous ferons une petite pause vers 11h20, 30, avant 11h30. Et puis voilà, en tout cas, on est vraiment ravis de retrouver beaucoup d'interprètes, que ce soit d'ISM et d'ailleurs, beaucoup de travailleurs sociaux, beaucoup d'autres personnes engagées dans l'action sociale et ou le travail social. Donc, merci encore d'être là. Et je remercie aussi, parce qu'il prendra la parole ici, notre collègue Samson Georgis, qui interprète et qui, comme le mois dernier, nous avons souhaité voilà, apporter l'expertise ou le témoignage d'un de nos interprètes pour valoriser aussi son travail. Et aujourd'hui, enfin, aujourd'hui et demain, on est ravis d'avoir notre collègue Samson avec nous. Voilà, donc j'arrête de parler, c'est un peu long. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette première intervention donc Lucie Feutrier-Cook, consultante en migration, droit d'asile et action sociale
juriste spécialisé en droit d'asile, droit des étrangers et traite des êtres humains. Vous avez voilà, occupé différents postes de direction dans différentes structures de l'action sociale, que ce soit dans des structures d'accueil, mais aussi de rétention. Voilà, Lucie, on est ravis de vous recevoir. Et ce sera une intervention à deux voix avec Laurent Delbos. Laurent, pareil, ravi de vous recevoir. Laurent, adjoint de direction et asile plaidoyer à Forum Réfugiés, donc association lyonnaise et voilà, que certainement vous connaissez, association qui agit en France et à l'international pour l'accueil et l'accompagnement des réfugiés, la défense du droit d'asile et de l'état de droit. Vous aussi, Forum, vous accompagnez dans de nombreuses structures des personnes en demande d'asile, réfugiés, mineurs non accompagnés à différentes étapes de leur parcours. Vous menez également des actions de sensibilisation et de plaidoyer à l'échelle nationale et européenne et publiez d'ailleurs un merveilleux outil chaque année qui est l'état des lieux de l'asile en France et en Europe, extrêmement documenté et très complet, que je ne peux que recommander à tout le monde. Donc, votre intervention à deux voix vise donc à brosser un portrait des modifications législatives prévues et de leur impact sur l'instruction des demandes d'asile, sur la qualité des décisions rendues et sur les parcours des personnes exilées en quête de protection dans notre pays. Donc voilà, je vous laisse Lucie et Laurent. Je crois que c'est Lucie qui démarre. Merci beaucoup, Samantha. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à ISM Interprétariat de l'organisation de ce module, de m'avoir invité à prendre la parole. Je suis ravie d'être en si bonne compagnie. Voilà, c'est important, donc oui, comme vous le rappelez souvent, hein, sur des sujets comme ça, de prendre le temps de déplier les sujets, de déplier ce projet de loi et de dépassionner le débat. Et c'est vrai qu'on est tous, je crois, acteurs de ce sujet et on est tous marqués, je pense, par des accélérations extrêmement fortes d'actualité juridique, géopolitique. Et donc, voilà, je le dis souvent, mais ça fait du bien de prendre le temps de ralentir un peu et de prendre de la hauteur tous ensemble. Alors, l'objectif de mon intervention, c'est dans un premier temps d'introduire donc tout d'abord le contenu de ce projet de loi et de vous aider, je l'espère, à percevoir ce que pourraient être les grandes lignes de la politique migratoire française de demain. Alors, ce n'est pas encore fait, je tiens bien à le rappeler, bien sûr, puisque même si le Sénat vient d'adopter son texte largement durci il y a 48 heures, hein, le 14 novembre dernier, il doit encore passer au crible de l'Assemblée à partir du 11 décembre. Donc, les propos que nous allons vous présenter aujourd'hui sont à cet instant T, donc ils sont à prendre avec beaucoup de précautions et de suivi par la suite. Alors, mon propos sera, pour cette introduction, une analyse juridique et critique, je tiens à le préciser, qui n'engage que moi, et qui vise à voilà, vous proposer un rapide exposé en 3 temps. Tout d'abord, je voudrais rappeler un peu quelle est la sève de ce projet de loi, qui est quand même un énième texte bien mal inspiré. Deuxièmement, vous faire un bref décryptage de ce projet de loi initial, parce qu'il était un peu déformé, hein, mais voilà, de reprendre un peu quels sont les grands pans qu'il propose. Et puis, je terminerai par les sérieux tours de vis qui ont été opérés donc tout récemment par le Sénat, donc il y a voilà, quelques heures encore. Tout d'abord, oui, je pense qu'il faut le rappeler, c'est un énième texte bien mal inspiré qui s'inscrit dans un courant de prolifération législative. En réalité, à chaque gouvernement, il y a toujours un nouveau texte, à peine le temps de saisir les impacts du précédent, qui est souvent un nouvel écrit en fait hein, dans les tuyaux. Et ça, c'est quand même le marqueur, il faut le dire, d'une véritable soif de réforme, d'une inflation qui est objectivement injustifiée. Il faut rappeler d'ailleurs que le projet de loi actuel était déjà dans les tiroirs de l'exécutif depuis fin 2019, alors même que les décrets d'application de la réforme précédente de septembre 2018 n'étaient pas encore totalement activés. Mais bon, le Covid est venu renverser en fait cet agenda. Bref, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, tant le nombre de textes s'est multiplié. En 32 ans, je tiens à rappeler qu'il y a eu tout de même 21 lois, de la première loi Pasqua de 1986 à la dernière loi Collomb de septembre 2018. Et on sait en moyenne que depuis 1945, on a adopté un nouveau texte
tous les 2 ans en France. Voilà, et c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que cette accumulation de couches législatives, elle est devenue un véritable maquis qui rend la règle non seulement instable, mais aussi illisible et donc difficile d'accès. Donc ça entraîne des conséquences délétères pour tous les acteurs, c'est-à-dire pour les personnes étrangères au premier chef, mais aussi pour l'administration, pour les agents publics, pour les juridictions qui voilà, rentrent dans cette complexité, bien entendu. Alors ce énième texte, pourquoi en tout cas je dis qu'il est bien mal inspiré? Parce que, il faut le dire, c'est un texte qui est quand même irrigué par la peur, et surtout qui repose sur des affirmations, catastrophistes, statistiquement infondées. C'est notamment ce que s'évertuent, de démontrer plusieurs experts et chercheurs. Je cite notamment et régulièrement François Héran, donc qui est un éminent sociologue, hein, qui tient la chaire Migration et Société du Collège de France, qui a d'ailleurs, je vous invite à le lire, publié donc son dernier ouvrage qui s'appelle Migration, le grand déni. Et donc, le choix du gouvernement, c'est oui, de légiférer en fait pour réorganiser la politique migratoire et d'asile en justifiant une urgence sur la base d'une poussée migratoire importante. Et on entend d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi les débats, souvent dans l'hémicycle et ailleurs, que l'immigration explose, tant régulière qu'irrégulière, que la France serait une terre d'accueil favorite de tous les pays d'Europe. Or, il s'agit là en fait d'observations sans aucun fondement chiffré, qui reposent sur des interprétations erronées, puisqu'en réalité, la France se situe plutôt dans la moyenne basse européenne. C'est ce que l'on voit statistiquement. Et si on regarde d'ailleurs de plus près, on observe même que la migration économique n'a pas tant progressé que ça en France depuis ces dernières années. Elle est au 3e rang des motifs de séjour en France. Pour ce qui est du regroupement familial, dont on a beaucoup parlé, qui a été introduit en 1974, ce n'est pas non plus le premier motif de séjour en France, ce n'est que le 2e, et il reste par ailleurs extrêmement stable. Bon, il y a des années, il a régressé. Voilà, et donc c'est vrai que le premier motif de séjour en France, c'est la migration étudiante, hein, en réalité, qui est une migration en plus de personnes qui restent pas forcément des années non plus sur le territoire. Bref, tout ça pour dire que il est vrai qu'on a connu un pic d'arrivée de la demande d'asile, et notamment en 2015, comme vous le savez tous, mais c'est surtout l'Allemagne qui a accueilli grandement et largement des demandeurs d'asile, bien loin devant la France. Elle a accueilli presque 1 million de Syriens en 2015, elle a récemment accueilli encore 1 million d'Ukrainiens. Donc voilà, on a une observation en France d'une demande d'asile qui a gonflé, qui a presque doublé, mais sur 10 années, hein, entre 2014 et 2019. Mais c'est loin d'être explosif. Et par ailleurs, je tiens à rappeler aussi, c'est important, que la France n'est pas le premier pays à protéger les demandeurs d'asile. Le taux de protection en France se situe dans la moyenne basse au niveau de l'Union européenne. On est en 11e position, hein, en réalité, on est derrière l'Autriche, la Grèce, le Luxembourg. Et la France a un taux de protection des réfugiés qui est sous la moyenne de l'Union européenne. L'Union européenne, la moyenne générale du taux de protection des demandeurs d'asile, c'est 34% en première instance. Nous, en France, c'est 28%. Voilà. Donc, tout ça pour dire que la France ne se distingue pas particulièrement. La France n'est pas le premier pays d'accueil, elle n'est pas un grand pays d'accueil. Elle est voilà, dans la moyenne de l'Union européenne et plutôt dans une moyenne basse. Tout ça, je vous le dis pourquoi? Parce que c'est important, en fait, même essentiel, de s'appuyer sur des comparaisons en fait, européennes, internationales, sur voilà, une base de données qui est proportionnelle pour rétablir des ordres de grandeur, parce que c'est important. Parce que si on ne le fait pas, en fait, si on le fait mal, eh bien le résultat, c'est que nous fabriquons une politique migratoire qui est fondée sur une analyse erronée. Et on façonne en fait un texte en décalage avec la réalité et avec aussi les droits fondamentaux. Alors quel est ce texte? Pour donc vous en dire juste quelques mots. Allons voir de plus près donc ce projet de loi initial, donc qui a été introduit par le gouvernement au début de cette année 2023 et qui reprend la lancinante formule oxymérique fermeté et humanité, et qui nous propose d'ailleurs un texte qui est découpé en fait en 5 grands titres. Le premier, c'est sur l'intégration par la langue et le travail. Le second titre du projet, c'est sur le dispositif d'éloignement. Le troisième, c'est sur la criminalisation et le contrôle aux frontières. Et le quatrième titre, sur la réforme du droit d'asile. Et enfin, le dernier, c'est sur la simplification des règles de contentieux. Alors moi, je ne vais pas m'attarder du tout sur tous ces titres, je vais juste vous en donner les quelques lignes marquantes.
en particulier sur le pan du droit au séjour et au travail. Quelques mots, vous dire aussi quelles sont les restrictions qui sont apportées en matière d'éloignement. Et enfin, la refonte de l'asile, eh bien, ça va être le cœur de notre intervention avec Laurent Delvos, donc on va rentrer beaucoup plus dans le détail. Donc, première chose, ce projet de loi initial du gouvernement, il proposait à la base un certain nombre de nouveautés en matière de droit au séjour par le travail, avec, si vous voulez, voilà, une ambition qui était en tout cas de travailler sur 3 leviers selon le gouvernement d'intégration: la langue française, le respect des valeurs de la République et le travail. Et donc, on a tout un titre à cet égard. Et l'objectif du projet de loi, c'était de favoriser le travail comme vecteur d'intégration. Et à cet égard, ce que le projet de loi prévoyait, c'était de créer un droit au séjour. Vous en avez entendu parler, pour les personnes exerçant une activité professionnelle, salariées, figurant dans la liste des métiers dits en tension et en fonction de certaines zones géographiques. Donc cette mesure était assez intéressante parce qu'elle permettait en fait de vraiment graver dans la loi des critères de régularisation par le travail de plein droit, et de proposer, si vous voulez, des conditions plus souples que la circulaire actuelle, qui permet donc d'accéder à ce droit actuellement, mais qui est complètement discrétionnaire, hein. C'est une circulaire, donc ça dépend des préfets. Alors cette disposition, il faut savoir qu'elle a été supprimée par le Sénat, et qu'elle a été remplacée par un nouvel article qui prévoit en fait un compromis, hein, et qui durcit en réalité les conditions de régularisation par le travail dans les métiers en tension. Donc elle a complètement dénaturé en fait, hein, la proposition initiale. Et pour faire court, cette possibilité de régulariser pour le travail, ça sera complètement à la main des préfets, ce qui est déjà en fait ce qui existe actuellement dans le cadre de la circulaire. Deuxième proposition qui a été faite également en matière de titre de séjour, qui n'était pas inintéressante, c'est une proposition de titre de séjour pour profession médicale et de pharmacie, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est une nouveauté intéressante d'un point de vue très pragmatique, qui reposait sur un besoin de main-d'œuvre très spécifique. Donc cette disposition, le Sénat l'a pas complètement détricotée, elle a gardé certains éléments. En revanche, ce que le Sénat a supprimé, c'est la proposition du gouvernement qui consistait à créer un visa long séjour de 13 mois et permettant notamment une autorisation dérogatoire pour des praticiens médicaux n'ayant pas encore pu valider leurs épreuves de vérification de connaissances. Donc il y a des pans en fait qui ont sauté également récemment sur ce volet. Troisième point, en lien aussi avec notamment la question de l'accès au travail, j'en parle tout de suite, c'est la question de l'accès au travail des demandeurs d'asile. Il faut savoir qu'actuellement, les demandeurs d'asile ne sont pas autorisés à travailler, sauf après examen de la situation de l'emploi par les services de l'État, la directe. Et depuis 2018, seules les personnes dont la demande d'asile est en cours d'examen à l'OFPRA depuis plus de 6 mois peuvent solliciter cette autorisation, hein, via leur employeur. Et le résultat, c'est que c'est tellement complexe et minuscule qu'à peine 2% des demandeurs d'asile aujourd'hui sont autorisés à travailler. Ça, c'est les chiffres de 2021. Et c'est pourquoi le projet de loi initial du gouvernement avait souhaité permettre en fait aux demandeurs d'asile de certaines nationalités, c'est-à-dire celles ayant un fort taux de protection de plus de 50%, d'accéder au marché du travail rapidement. Et donc, c'était effectivement une nouveauté qui aurait pu être intéressante, avec un effet limité, hein, parce que ça ne concernait pas tout le monde, mais tout de même. Alors, cette nouveauté a été aussi supprimée par le Sénat dans le texte qui a été adopté il y a 2 jours. Voilà, donc ça, c'est un peu les nouveautés en matière de séjour. Une autre nouveauté que je tiens à souligner, qui est pour le coup bien plus inquiétante, c'est de conditionner la carte pluriannuelle de séjour à la maîtrise de la langue française. Donc c'est le critère ici de la langue qui devient en fait un critère d'accès au séjour. Je rappelle aujourd'hui que pour accéder à sa carte de séjour, il faut signer un contrat d'intégration républicaine, un CIR, et que les personnes primo-arrivantes qui n'ont pas un niveau de français suffisant, notamment un niveau A1, sont dans l'obligation de suivre des heures de formation linguistique qui sont prescrites par l'OFII, puis aussi une formation civique. Et donc aujourd'hui, c'est l'assiduité à ces formations qui est la seule condition à remplir pour honorer ce contrat. Or, le projet de loi, lui, souhaite en fait conditionner l'octroi d'un titre de séjour, donc carte pluriannuelle, à la réussite de l'examen de français. Là, aujourd'hui, la simple participation effective est suffisante.
Donc, c'est une grande nouveauté qui est présentée d'ailleurs comme un facteur d'intégration, hein, la langue, autrement dit la maîtrise du français. Mais dans les faits, ça va être utilisé comme un facteur plutôt d'exclusion qui pourrait empêcher d'ailleurs un certain nombre de personnes d'accéder à son droit, à son plein droit au séjour. C'est une mesure voilà, qui est quand même très inquiétante et qui par ailleurs pourrait être assez discriminatoire parce que dans les faits, on imagine bien que ça va quand même favoriser plutôt une élite déjà éduquée, qui a tous les moyens de s'intégrer et que ça va toucher en revanche des personnes beaucoup plus précaires, beaucoup plus vulnérables qui seront voilà, dans la difficulté pour accéder à ces cours de français. Et on pourra en reparler, mais il y a bien des exemples que nous avons tous, je crois, en tête. Dernier volet, et j'en terminerai bientôt là-dessus, c'est donc un volet important du projet de loi qui est une atteinte vraiment importante aux personnes protégées contre l'éloignement et l'expulsion. J'entends par là que le projet de loi vient vraiment durcir les possibilités d'éloignement et d'expulsion des personnes, notamment sur le fondement de la menace à l'ordre public. Actuellement, il y a plusieurs catégories de personnes qui sont protégées, alors certes de façon relative, mais protégées contre une mesure d'éloignement. Il s'agit de personnes qui ont des liens forts et de longue date avec la France. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais c'est voilà, des parents d'enfants mineurs qui résident en France, des étrangers qui sont mariés depuis au moins 3 ans avec des Français, des personnes qui résident en France depuis 10 ans, enfin, il y a plein de cas. Et ces personnes-là, aujourd'hui, elles ne peuvent pas être expulsées, sauf si elles ont commis des infractions graves qui entraînent une condamnation lourde, notamment une condamnation à 10 ans de prison, et parce qu'elles constituent une menace grave pour l'ordre public. Alors, ce que propose le projet de loi, c'est de faciliter largement l'éloignement de tout étranger qui aurait commis des infractions moins importantes ou qui, en général, représenteraient un trouble à l'ordre public. Donc, il s'agirait de faire voilà, une expulsion beaucoup plus facile et automatique de nombreuses personnes en élargissant les motifs en particulier pour des personnes qui auraient par exemple commis des délits passibles, non pas de 10 ans d'emprisonnement, mais 5 ans, et en réduisant tous ces champs de protection actuels. Donc c'est une nouveauté qui aurait des conséquences importantes et qui pourrait toucher en réalité, on estime, plus de 10 000 ou 15 000 personnes sur ce motif. Ça pourrait entraîner oui, des conséquences importantes pour toutes ces personnes qui ont quand même de solides attaches familiales notamment, mais pas que en France, et créer des ruptures sans précédent. Donc ça, c'est un changement de curseur considérable qui est proposé par le projet de loi et qui vient faire sauter d'importants verrous qui permettaient jusque-là, encore une fois, de protéger contre l'expulsion plusieurs catégories, mais on pourra y revenir éventuellement dans les questions par la suite. Enfin, ce projet de loi propose une refonte profonde de l'asile qui est relativement passée inaperçue. Le projet de loi, à la base, l'asile n'était pas du tout sa priorité, c'est pas le thème central. Pourtant, les dispositions qui prévoient vont procéder clairement à une réforme structurelle de l'asile, tant de la procédure d'introduction de la demande d'asile que de l'examen, et en particulier de l'examen des recours devant la CNDA, avec un objectif qui est en fait de territorialiser et en même temps d'accélérer les délais de traitement de la demande d'asile, comme nous allons le voir, puisque c'est ce que nous allons développer avec Laurent Delvaux juste après. Alors, le tour de vis qui a été opéré par le Sénat. J'en parle quelques secondes, même si nous pourrions y passer plus de temps, mais il ne faut pas non plus, puisque ce n'est que l'adoption du Sénat et le texte, je tiens à le rappeler, va passer ensuite à l'Assemblée nationale. Donc pour rappel, ce projet de loi, il a été déposé au Sénat le 1er février 2023. Et donc, on a déjà eu un nouveau texte qui a été adopté le 15 mars par la Commission des lois du Sénat, qui était déjà pire que l'initial. Et donc, cet examen, il a été retiré du calendrier parlementaire et tout s'est suspendu le 23 mars 2023, puis ça a repris donc au mois d'octobre 2023. On a une nouvelle discussion qui s'est réenclenchée et on a, je tiens à le souligner, eu plus de 617 amendements en séance qui ont été proposés entre le 26 octobre et le 6 novembre, dont un très très grand nombre d'amendements étaient vraiment plus répressifs les uns que les autres. Et donc l'examen du texte en séance publique au Sénat s'est achevé le vendredi 10 novembre et le texte a été voté donc le 14 novembre à 210 voix contre 115. Et c'est donc un texte voilà, qui va être transmis à l'Assemblée nationale, qui va l'examiner et débattre à partir du 11 décembre. Alors le texte qui arrive sur la table de l'Assemblée nationale, c'est une version considérablement durcie du projet de loi, qui n'a pas grand-chose à voir avec le texte initial du gouvernement. C'est un texte complètement dévisagé,
si vous voulez. La réforme que j'ai tenté de vous brosser rapidement, elle était un peu sur deux jambes, contrôler l'immigration d'un côté et améliorer l'intégration avec quelques propositions. Aujourd'hui, le texte qui est présenté penche totalement, très nettement, du côté du volet répressif. Le volet intégration, entre guillemets, qui était déjà de la taille d'un timbre-poste hein, quand même, dans le projet initial, il a été totalement dilué, si vous voulez, sous l'effet des nombreuses restrictions que propose le Sénat. Alors juste quelques-unes d'entre elles, je ne peux pas toutes les citer. Qu'est-ce qui est proposé par le Sénat? En matière de voies d'accès au séjour, de lutte contre l'immigration irrégulière, le Sénat propose la mise en place de quotas migratoires. Le Sénat durcit considérablement les conditions d'accès au regroupement familial. Il resserre les conditions d'accès au titre de séjour en général pour motif familial. Il restreint l'immigration étudiante. Hein. Il va la conditionner, les premiers titres de séjour étudiants vont être conditionnés au dépôt d'une caution. Enfin, il y a énormément de choses très importantes sur ce sujet aussi. Il supprime l'aide médicale d'État et la transforme en une aide médicale d'urgence, qui va être extrêmement sporadique. Il conditionne le bénéfice des prestations sociales, prestations de compensation handicap, aide personnalisée au logement, etc., à 5 années de résidence stable et régulière. Il exclut les personnes sans titre de séjour du droit à l'hébergement d'urgence et donc revient sur cette inconditionnalité de l'hébergement pour tous. Il rétablit le délit de séjour irrégulier et plein d'autres choses encore en la matière. Sur la question de l'accès au travail et à la langue, le Sénat a rehaussé considérablement les exigences et il va verrouiller beaucoup de choses qui étaient proposées initialement. Par exemple, pour obtenir le titre de séjour longue durée dont on a parlé tout à l'heure, il va notamment rehausser le niveau A2 pour la langue française, donc le niveau minimal. Il limite à 3 les renouvellements consécutifs de cartes de séjour temporaire pour un même motif. Donc ça aussi, c'est une grande nouveauté. Il va permettre aussi de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour tout étranger qui n'a manifestement pas été assimilé à la communauté française, donc une expression extrêmement vague. Il supprime également la possibilité d'attribuer un droit, un titre de séjour aux étrangers pour métier en tension, et il vient le réformer complètement. Pour les demandeurs d'asile, j'en ai parlé tout à l'heure, la possibilité d'accéder au marché du travail, donc pour une certaine catégorie d'entre eux, cette proposition est également supprimée. Voilà, pour tout ce qui est catégorie protégée contre les mesures d'expulsion, le Sénat va aussi encore plus loin. Il fait des propositions bien plus dures que le texte initial. Enfin, en matière d'éloignement, je ne citerai qu'une mesure, mais il y en a plein d'autres aussi, notamment qui relèvent du régime de la rétention administrative. En la matière, le Sénat propose également qu'il y ait une intervention du juge des libertés et de la détention reculé à 4 jours au lieu de son intervention en 2 jours, ce qui permettrait de pouvoir en fait éloigner des personnes sans décision judiciaire, voilà, qui agissent sur la légalité notamment de l'interpellation et du respect des droits. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais je vais m'arrêter là. On va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de toute façon après sur les aspects de l'asile, mais juste pour conclure, je tiens quand même à dire quelques mots. Ce projet de loi, à mon sens, il est très préoccupant, en tout cas dans la version déjà initiale, mais qui plus est durcie par le Sénat. Alors non seulement vous l'avez compris, il n'est pas à la hauteur des enjeux de l'accueil et de l'intégration, mais pire, il sécurise toujours plus. Il cherche vraiment à se protéger en fait de l'autre, à construire des barrières juridiques supplémentaires. Or, c'est pas ça, hein, faire face à la réalité. C'est pas ça, être un peu, je dirais, éveillé à l'écoute du monde. C'est pas comme ça qu'on se prépare à relever les défis, parce que, qu'on le veuille ou non, nous avons rendez-vous avec l'humanité et celle-ci n'attendra pas qu'on soit prêt. Je pense qu'il y a vraiment une autre approche qui est possible, qui soit vraiment dépassionnée, qui soit fondée sur des chiffres et des ordres de grandeur précis, qui correspondent à la réalité et qui repose surtout sur le strict respect des droits fondamentaux et de la dignité. Je vous remercie pour cette introduction qui malheureusement est un peu encourageante, mais on va voilà, venir plus en détail sur ce que prévoit la réforme sur les nouveautés en matière d'asile. Et je laisse Laurent poursuivre. Merci Lucie pour cette voilà, mise en bouche. Oui, effectivement, pas des plus réjouissantes, mais importantes. Et on va poursuivre tout de suite effectivement avec Laurent sur justement un des grands aspects de cette partie asile hein, de ce projet de loi,
autour de la territorialisation justement et des pôles territoriaux France Asile. Laurent, Oui. je te passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Samantha et toute l'équipe de l'Observatoire ISM pour cette invitation à échanger sur ce sujet important. Comme l'a évoqué Lucie dans cette introduction, c'est effectivement des sujets dont on va parler sur l'asile qui passent en dehors des radars médiatiques, politiques, très souvent. Parce qu'il y a d'autres sujets qui monopolisent l'attention, hein, la ME, la régularisation des travailleurs sans papier, etc. Et du coup, le gouvernement lui-même, en réalité, est quand même très discret sur ces sujets-là, hein, sur ces sujets asile. Euh, mais il faut bien avoir conscience, et c'est ce qu'on va développer là, que ce projet de loi vient affaiblir notre système d'asile, et il faut en avoir conscience. Et quand je disais, c'est le gouvernement lui-même qui est discret sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'il y avait un projet de loi au départ qui était évoqué à l'été 2022 avec le sujet de dire on va éloigner les étrangers dangereux qui commettent des actes graves, c'était les termes de l'époque du gouvernement, et on a besoin d'un projet de loi pour renforcer notre législation, pour lutter contre ces situations d'étrangers qui commettent des actes graves. Le sujet asile n'a jamais été évoqué comme un sujet central de ce projet de loi. Et malgré tout, on a d'importantes modifications et d'importants reculs sur ce sujet-là. Est-ce que vous pourriez éteindre vos micros pour ceux qui les ont laissés allumés? Donc, On va essayer de, comme du coup on vous a mis en avis. Ouais, je pense que c'est ouais, bon. ok. Pardon. Donc, les sujets qu'on va évoquer dans un premier temps, c'est tout ce qui porte sur l'instruction de la demande d'asile, hein, donc sur la procédure d'asile en elle-même, avec deux sous-sujets. Un sujet qui est lié à l'introduction de la demande d'asile à l'OFPRA à travers les pôles France Asile, c'est ce que je vais évoquer. Et Lucie va ensuite évoquer un autre aspect de l'instruction et de la procédure d'asile, qui est toute la phase de recours. Et après, je reprendrai la parole à la fin pour parler d'autres sujets qui sont liés à la procédure d'asile et principalement liés à l'éloignement, mais aussi à l'accueil des demandeurs d'asile, puisqu'il y a eu des modifications importantes qui ont été apportées pendant le processus législatif sur l'accueil des demandeurs d'asile. Sur les pôles France Asile, en quelques minutes, donc le projet de loi, effectivement, dans sa version initiale, amène cette nouveauté qui consiste à transformer nos guichets uniques pour demandeurs d'asile actuels, les GUDA, en des pôles France Asile. Alors, il ne s'agit pas seulement de changer de nom, il s'agit aussi d'ajouter en fait un acteur dans ce premier guichet d'enregistrement des demandes d'asile. Aujourd'hui, ces guichets, comme vous le savez sûrement, sont constitués de deux acteurs. Il y a tout d'abord un passage par la préfecture pour les demandeurs d'asile et pour l'enregistrement de la demande, pour la détermination de la procédure, pour la remise du dossier OFPRA. Et ensuite, le demandeur d'asile se rend dans la foulée auprès de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui va déterminer les conditions matérielles d'accueil auxquelles les personnes peuvent être éligibles en fonction de la situation, de la composition du ménage, etc., de la vulnérabilité, voilà, de toute cette analyse que fait l'OFII au guichet unique. Là, ce qui est prévu, c'est à ces deux acteurs vont s'ajouter un troisième acteur dans ces pôles France Asile, qui est l'OFPRA. Alors, l'OFPRA, le rôle qui est prévu pour l'OFPRA dans ce pôle France Asile, c'est un rôle d'enregistrement des demandes d'asile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'agit en fait de déporter le service de l'OFPRA qui est situé aujourd'hui à Fontenay-sous-Bois et qui consiste à recevoir les dossiers, les formulaires de demande d'asile que le demandeur d'asile a 21 jours pour remplir. Aujourd'hui, il y a ces 21 jours, l'OFPRA reçoit, l'OFPRA enregistre, on met sur son ordinateur la composition du ménage, la langue, la nationalité, etc. Il met quelques infos sommaires, hop, et puis il convoque un entretien ensuite sur la base de ces éléments. Les disponibilités des interprètes, la division géographique, etc. Tout ça est pris en compte par l'OFPRA. Mais l'idée du gouvernement, qui est affichée très clairement, c'est de gagner du temps, c'est-à-dire que du point de vue du gouvernement, l'OFPRA a ces informations trop tard dans la procédure, puisqu'il y a les délais de 21 jours pour remplir le dossier, plus l'envoi postal, etc., ce qui aboutit à ce que l'OFPRA en fait, enregistre formellement une demande d'asile de son côté
peut-être un mois environ après la présentation de la personne en GUDA. Et donc, c'est pour gagner du temps sur cette entrée dans la procédure que le gouvernement a prévu dans son projet de loi initial, et ça a été confirmé par le Sénat qui a adopté cette mesure, a prévu que l'OFPRA soit présent dès le début de la procédure pour enregistrer la demande d'asile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que le demandeur d'asile serait amené, après être passé à la préfecture, à l'OFII, à se présenter auprès d'un agent de l'OFPRA pour évoquer auprès de cet agent de l'OFPRA les craintes en cas de retour qui justifie sa demande d'asile. Donc non seulement il va évoquer auprès de l'OFPRA les éléments composition familiale, etc., qui sont aujourd'hui dans le dossier OFPRA, mais il va aussi évoquer le fond de sa demande auprès de l'OFPRA, dans des modalités qui sont encore très, très floues aujourd'hui, puisque la loi renvoie à un décret qui fixera toutes ces modalités pratiques. Donc aujourd'hui, on n'a pas énormément d'éléments, mais on a quand même les éléments qui sont issus notamment de l'étude d'impact et tous les éléments autour de la loi et les échanges qu'on peut avoir aussi avec les services des ministères ou autres pour essayer de comprendre un petit peu ce qui est prévu. Et ce qui est prévu, c'est effectivement un dispositif où l'expression de la demande d'asile, le fond de la demande d'asile se fera dès le premier temps d'enregistrement de la demande auprès d'un agent de l'OFPRA. En disant ça, je précise aussi que l'OFPRA ici n'est pas mis dans ces pôles France Asile pour instruire la demande d'asile, parce qu'on a entendu ça beaucoup aussi au début. Il ne s'agit pas de déplacer les officiers de protection qui mènent les entretiens, qui instruisent les demandes d'asile et qui le font aujourd'hui en région parisienne. Il ne s'agit pas de déporter et de territorialiser cette instruction de la demande d'asile, qui peut être territorialisée exceptionnellement dans le cadre de missions foraines, mais ça c'est déjà le cas aujourd'hui. La loi n'apporte rien de particulier à ce niveau-là, si ce n'est qu'elle précise que ces missions foraines seront menées dans ces pôles France Asile, mais c'est une certaine logique. Aujourd'hui, c'est mené aussi au plus près des GUDA en général dans ces missions foraines. Mais donc, l'OFPRA sera là pour enregistrer l'intention, le contenu de la demande et envoyer ça par voie dématérialisée au sein des services centraux de l'OFPRA en région parisienne. Qu'est-ce qu'a ajouté le Sénat sur ce volet-là? Le Sénat, il a ajouté plusieurs points qui certains sont assez intéressants pour le coup. Le premier point que le Sénat a introduit dès l'aspect commission des lois en mars dernier, c'est de dire cette disposition, on va là en faire quelque chose d'expérimental pour l'accueil des demandeurs d'asile. Sur les pôles France Asile, en quelques minutes, donc le projet de loi, effectivement, dans sa version initiale, amène cette nouveauté qui consiste à transformer nos guichets uniques pour demandeurs d'asile actuels, les GUDA, en des pôles France Asile. Alors, il ne s'agit pas seulement de changer de nom, il s'agit aussi d'ajouter en fait un acteur dans ce premier guichet d'enregistrement des demandes d'asile. Aujourd'hui, ces guichets, comme vous le savez sûrement, sont constitués de 2 acteurs. Il y a tout d'abord un passage par la préfecture pour les demandeurs d'asile et pour l'enregistrement de la demande, pour la détermination de la procédure, pour la remise du dossier OFPRA. Et ensuite, le demandeur d'asile se rend dans la foulée auprès de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui va déterminer les conditions matérielles d'accueil auxquelles les personnes peuvent être éligibles en fonction de la situation, de la composition du ménage, etc., de la vulnérabilité, voilà, de toute cette analyse que fait l'OFII au guichet unique. Là, ce qui est prévu, c'est à ces 2 acteurs vont s'ajouter un 3e acteur dans ces pôles France Asile, qui est l'OFPRA. Alors, l'OFPRA, le rôle qui est prévu pour l'OFPRA dans ce pôle France Asile, c'est un rôle d'enregistrement des demandes d'asile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'agit en fait de déporter le service de l'OFPRA qui est situé aujourd'hui à Fontenay-sous-Bois et qui consiste à recevoir les dossiers, les formulaires de demande d'asile que le demandeur d'asile a 21 jours pour remplir. Aujourd'hui, il y a ces 21 jours, l'OFPRA reçoit, l'OFPRA enregistre, on met sur son ordinateur la composition du ménage, la langue, la nationalité, etc. Il met quelques infos sommaires, hop, et puis il convoque un entretien ensuite sur la base de ces éléments. Les disponibilités des interprètes, la division géographique, etc. Tout ça est pris en compte par l'OFPRA. Mais l'idée du gouvernement, qui est affichée très clairement, c'est de gagner du temps, c'est-à-dire que du point de vue du gouvernement, l'OFPRA a ces informations trop tard dans la procédure, puisqu'il y a les délais de 21 jours pour remplir le dossier, plus l'envoi postal, etc., ce qui aboutit à ce que l'OFPRA en fait, enregistre formellement une demande d'asile de son côté
peut-être un mois environ après la présentation de la personne en GUDA. Et donc, c'est pour gagner du temps sur cette entrée dans la procédure que le gouvernement a prévu dans son projet de loi initial, et ça a été confirmé par le Sénat qui a adopté cette mesure, a prévu que l'OFPRA soit présent dès le début de la procédure pour enregistrer la demande d'asile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que le demandeur d'asile serait amené, après être passé à la préfecture, à l'OFII, à se présenter auprès d'un agent de l'OFPRA pour évoquer auprès de cet agent de l'OFPRA les craintes en cas de retour qui justifie sa demande d'asile. Donc non seulement il va évoquer auprès de l'OFPRA les éléments composition familiale, etc., qui sont aujourd'hui dans le dossier OFPRA, mais il va aussi évoquer le fond de sa demande auprès de l'OFPRA, dans des modalités qui sont encore très, très floues aujourd'hui, puisque la loi renvoie à un décret qui fixera toutes ces modalités pratiques. Donc aujourd'hui, on n'a pas énormément d'éléments, mais on a quand même les éléments qui sont issus notamment de l'étude d'impact et tous les éléments autour de la loi et les échanges qu'on peut avoir aussi avec les services des ministères ou autres pour essayer de comprendre un petit peu ce qui est prévu. Et ce qui est prévu, c'est effectivement un dispositif où l'expression de la demande d'asile, le fond de la demande d'asile se fera dès le premier temps d'enregistrement de la demande auprès d'un agent de l'OFPRA. En disant ça, je précise aussi que l'OFPRA ici n'est pas mis dans ses pôles France Asile pour instruire la demande d'asile, parce qu'on a entendu ça beaucoup aussi au début. Il ne s'agit pas de déplacer les officiers de protection qui mènent les entretiens, qui instruisent les demandes d'asile et qui le font aujourd'hui en région parisienne. Il ne s'agit pas de déporter et de territorialiser cette instruction de la demande d'asile, qui peut être territorialisée exceptionnellement dans le cadre de missions foraines, mais ça c'est déjà le cas aujourd'hui. La loi n'apporte rien de particulier à ce niveau-là, si ce n'est qu'elle précise que ces missions foraines seront menées dans ces pôles France Asile, mais c'est une certaine logique. Aujourd'hui, c'est mené aussi au plus près des GUDA en général dans ces missions foraines. Mais donc, l'OFPRA sera là pour enregistrer l'intention, le contenu de la demande et envoyer ça par voie dématérialisée au sein des services centraux de l'OFPRA en région parisienne. Qu'est-ce qu'a ajouté le Sénat sur ce volet-là? Le Sénat, il a ajouté plusieurs points qui certains sont assez intéressants pour le coup. Le premier point que le Sénat a introduit dès l'aspect commission des lois en mars dernier, c'est de dire cette disposition, on va là en faire quelque chose d'expérimental. Il y a tout ce travail-là de préparation avec le demandeur qui se fait par des professionnels dans les SPADA, dans les lieux d'hébergement. Ça, c'est un intérêt important pour la demande, mais il y a aussi un autre intérêt, c'est pour l'OFPRA lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on discute avec les agents les officiers de protection de l'OFPRA, le fait qu'ils disposent d'un dossier fourni, écrit, rédigé par le demandeur d'asile à l'aide de professionnels, etc., ça permet à l'OFPRA de disposer d'éléments fournis et qualitatifs et importants pour instruire la demande, c'est-à-dire pour préparer l'entretien. Avant que la personne se présente à lui, l'officier de protection a pu avoir connaissance d'éléments très précis, a pu se tourner vers son centre de doc avec ces éléments très précis et arriver à l'entretien en ciblant des questions liées à ce qu'il a pu voir dans ce dossier écrit. Et donc, faire de ce dossier écrit une étape administrative très rapide auprès d'un agent de protection, auprès d'un agent de l'OFPRA au sein de ces pôles France Asile, eh bien, ça vient potentiellement impacter la qualité de l'instruction. Et donc, c'est une mesure sur laquelle, à Forum Réfugiés, en tout cas, on est assez réservé, assez critique, même si on peut voir assez vite les éléments intéressants. Les éléments intéressants, c'est de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, de supprimer cet élément aussi aujourd'hui qui est compliqué. C'est un dossier qui est long à remplir et on doit le remplir en français dans un délai qui est court. Donc, effectivement, c'est aussi un élément de difficulté qui pourrait, ça pourrait aussi amener une simplification qui serait intéressante pour le demandeur. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'en fait, le seul élément qui motive cette décision quand on lit l'argumentaire du gouvernement, c'est d'aller plus vite. C'est-à-dire qu'à aucun moment s'est posé la question de se dire comment est-ce que ça vient ou pas impacter la qualité de l'instruction. Et donc, c'est sur ça que nous, il nous semble important de maintenir un accompagnement professionnel pendant un délai dans lequel le demandeur d'asile peut exprimer sa demande. Alors, on va
cette mesure sera sûrement adoptée, hein, puisqu'elle est portée par le gouvernement, validée par le Sénat. Les enjeux seront ensuite sur le décret d'application qui nous dira est-ce qu'on maintient, par exemple, je vous donne un exemple très précis, est-ce qu'on maintient une mission d'aide au récit dans les SPADA, par exemple. Aujourd'hui, c'est une mission qui est prévue dans le cahier des charges des SPADA, qui est financée pour ça. Si le gouvernement dit tout va se jouer dans un pôle France Asile où le demandeur devra tout exprimer, avec peut-être des compléments, mais qui sont facultatifs, qui ne sont pas pour tous, etc., peut-être que ça, ce sera renvoyé à la liberté du demandeur de le faire avec des bénévoles, avec d'autres accompagnants, mais peut-être que ça ne se rentrera plus dans les missions des SPADA ou des lieux d'hébergement d'avoir cette mission d'aide au récit. Et si c'est ça, ce serait effectivement un recul par rapport à la situation actuelle. Voilà, je m'arrête là sur le pôle France Asile, qui est le premier élément qui vient impacter la procédure d'asile et son instruction, le second étant la réforme de la CNDA dont va vous parler Lucie. Merci Laurent. Lucie, je te laisse tout de Oui. suite la suite. La suite, effectivement, donc c'est bien important de reprendre le déroulé en fait de la demande et toutes les étapes essentielles qui jouent en fait, qui jouent sur la personne, qui jouent sur sa capacité de verbalisation, qui jouent sur sa propre préparation. Donc à cette performance, c'est une performance en fait administrative que de mener un entretien avec l'OFPRA, que par ailleurs ensuite éventuellement de devoir aussi introduire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et mener une audience. Tout ça ont des incidences. Alors pour ce qui effectivement de la suite de la procédure, là vous avez compris, les nouveautés qui sont proposées viendraient impacter la phase en fait d'enregistrement de la demande d'asile et notamment donc l'introduction de ce qui est aujourd'hui le dossier OFPRA, l'alias OFPRA. Le projet de loi donc va plus loin. Et c'est là que ça devient vraiment effectivement une réforme extrêmement structurelle, c'est que il vient aussi en fait proposer des modifications profondes de finalement le fonctionnement de l'examen de la demande d'asile devant donc l'instance de contrôle qui est la Cour nationale du droit d'asile. Je vous rappelle que une personne donc demandeuse d'asile qui voit sa demande de protection internationale rejetée devant l'OFPRA, donc la première instance, peut formuler un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans un délai de 1 mois. Donc c'est un droit essentiel, fondamental. Et donc, la Cour nationale du droit d'asile, eh bien, en France, elle est compétente pour juger de tous les recours formés contre les décisions de l'OFPRA. Et donc, elle va statuer directement sur l'octroi d'une protection internationale ou sur la cessation ou le retrait d'une protection. Donc, la Cour nationale du droit d'asile, c'est un maillon essentiel de la procédure. C'est la plus grande juridiction administrative de France, la CNDA. Elle a rendu plus de 67 140 décisions l'année dernière, en 2022, plus de 68 000 en 2021. Elle accueille les recours de plus de 131 pays. Les 10 premiers pays représentés à la Cour, c'est le Bangladesh, la Turquie, l'Afghanistan, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Géorgie, la Guinée, la RDC aussi, l'Albanie et la Somalie. Et donc, la Cour traite ces dossiers, ces demandes de recours de la part des requérants en moyenne dans un délai de 6 mois et demi. C'est en fait la moyenne de l'année 2022 contre 7 mois et quelques jours en 2021. Donc, elle poursuit, si vous voulez, cette tendance générale à la réduction du délai. J'entends rappeler d'ailleurs que l'OFPRA, en 2 ans, a réduit par moitié ses délais de traitement donc d'instruction, puisqu'on est bien ici dans un objectif du projet de loi du gouvernement et donc du législateur d'aller toujours plus vite, c'est-à-dire de réduire toujours plus les délais de traitement donc de la demande d'asile en France. Et donc, on est déjà complètement inscrit dans cette tendance. L'OFPRA, il y a 2 ans, traitait en moyenne les demandes d'asile en 10 mois. Aujourd'hui, on est à 5 mois de délai de traitement moyen de l'OFPRA, donc il y a déjà des efforts substantiels, on peut dire, qui ont été faits pour aller toujours plus vite. Alors, le taux de protection, je donne quelques éléments. On parlait, je voyais dans les questions du chat tout à l'heure, c'est quoi le taux de protection? Eh bien, c'est le taux d'accord des instances de l'asile, ici en l'occurrence de la
cours de protection, d'accord de protection internationale donné au requérant qui l'a saisi. Donc sur l'ensemble des demandes de recours, eh bien, la Cour a octroyé à 21%, 21,5% une protection internationale en 2022. C'est un taux de protection qui est relativement stable, puisque l'année dernière, il était à 21%. Et donc, pour la seule année 2022, la Cour a protégé 14 450 personnes à l'issue donc, de leur recours. Et ça représente voilà, presque un tiers en fait, de l'ensemble des protections accordées à la France. Je vous rappelle qu'en 2022, il y a plus de 54 000 personnes qui ont été protégées en France par l'OFPRA et par la CNDA. Et donc, parmi les pays qui ont le plus fort taux de protection, c'est-à-dire qui sont le plus protégés, eh bien, on a la Syrie, on a le Koweït, on a le Yémen, Djibouti, l'Irak, l'Afghanistan, l'Iran, la Somalie, le Rwanda et aussi le Soudan. Et donc la Cour, eh bien, elle prend des décisions en siégeant donc uniquement à Montreuil. Elle est complètement centralisée, il n'y a qu'une seule cour. Et elle siège également donc sous un format principal, majoritaire, qui est celui de la formation collégiale, c'est-à-dire à 3 juges. Et par exception, dans certains cas, certains recours peuvent être jugés avec un seul juge, donc un seul homme, une seule femme qui prend une décision, ce qu'on appelle donc le juge unique, notamment lorsque la demande d'asile relève de ce qu'on appelle la procédure accélérée. Voilà, et donc la procédure accélérée, dans le cadre duquel les demandeuses d'asile et demandeurs d'asile sont enregistrés par la préfecture, elle représente plus de 37% quasiment de la demande d'asile aujourd'hui en France. Alors, les deux grands champs, les deux grandes mesures phares que propose le projet de loi, qui ont été par ailleurs adoptées par le Sénat, c'est quoi par rapport donc à la Cour nationale du droit d'asile? La première chose, c'est une volonté de poursuivre la territorialisation et notamment de territorialiser la Cour. Ça, c'est une grande ambition du projet, de venir régionaliser cette Cour nationale du droit d'asile qui se trouve actuellement à Montreuil, dans un but premier qui serait vraiment de rapprocher la Cour des requérants et d'éviter en particulier des renvois parce que les requérants ont des difficultés à venir à la Cour pour différentes raisons. Et donc l'objectif, ça serait de créer 9 grandes cours régionales qui seraient rattachées aux actuelles cours administratives d'appel afin que les requérants de chaque région puissent y être entendus. Et voilà, ça c'est vraiment le projet, ce qui est un projet très ambitieux, parce que la Cour, c'est un gros paquebot, encore une fois, c'est la plus grande cour de France. Et donc, c'est vrai que si ce rapprochement entre la Cour et les requérants est vraiment, je pense, salutaire, hein, il faut vraiment le dire, il faudrait quand même veiller ici à ce que cette volonté de territorialisation s'accompagne des moyens associés. C'est-à-dire que ça soulève là quand même ici la question des moyens pour garantir que sur chaque territoire concerné, il y ait des ressources qui soient à la hauteur, qui soient adaptées à la qualité du service qui doit être rendu par la Cour. C'est-à-dire trouver des juges spécialisés rattachés à ces différentes cours régionales, des rapporteurs, des interprètes, bien sûr, en nombre, en qualité, et puis voilà, toute la machinerie que requiert le fonctionnement d'une telle cour. Donc la version adoptée par le Sénat prévoit d'ailleurs en réalité à peu près ce format-là, mais avec des phases expérimentales pour plusieurs régions dans un premier temps. Alors, je juste souligner rapidement que la tentative de rapprocher la Cour des requérants, elle est déjà à l'œuvre avec une expérimentation qui court depuis presque 2 ans, qui a débuté en 2021, qui propose notamment aux demandeurs d'asile de Nancy et de Lyon de pouvoir être entendus en vidéo-audience depuis la juridiction administrative locale. Donc cette mesure qui a été évidemment et à forte raison critiquée, décriée par plusieurs acteurs, par les avocats, par des associations, a trouvé quelques garanties supplémentaires autour d'elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les demandeurs doivent donner leur consentement quand ils viennent de Nancy ou Lyon pour pouvoir accepter d'être entendus en visioconférence. Ça ne peut pas être imposé. Donc voilà, c'est des parties d'une des garanties. Quand bien même, c'est une expérimentation qui suit son cours et qui n'est pas totalement satisfaisante. Je pense qu'une justice qui est rendue derrière un écran, c'est jamais satisfaisant de toute façon. Alors, il y a une autre mention qui est inscrite au projet de loi, en plus de cette territorialisation, c'est la spécialisation par pays des chambres de la Cour. Alors, je n'en parlerai pas. Pourquoi? Parce que c'est simple, la spécialisation, en réalité, elle existe déjà. Elle existe déjà depuis 2 ans.
En revanche, la deuxième grande mesure phare qui viendrait ici transformer profondément le fonctionnement de la Cour, c'est de mettre fin à la règle de la collégialité. Donc ça, c'est une disposition importante qui consisterait en fait à revenir sur la procédure actuelle d'examen des recours devant la CNDA pour en renverser en fait ce principe fondamental et un principe par ailleurs historique qui est celui de la collégialité. Qu'est-ce que c'est? En fait, selon ce principe, la Cour statue aujourd'hui dans une formation dite collégiale, c'est-à-dire composée de 3 membres, un président ou une présidente issue de l'ordre juridictionnel administratif et 2 assesseurs, 2 juges assesseurs, un assesseur nommé par le Conseil d'État et un autre assesseur nommé par le Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. Ces 2 assesseurs étant choisis, nommés à raison de leurs compétences dans les domaines juridiques ou géopolitiques. Donc ce n'est que par exception, dans des cas limitativement prévus par la loi, que la Cour peut rendre soit des ordonnances, c'est-à-dire aucune audience, soit examinée en audience par un juge qui statue seul, ce qu'on appelle un juge unique. Et ça, c'est le cas pour toutes les demandes d'asile qui sont placées en procédure accélérée, qui représentent actuellement plus de 37% en fait, du contentieux. Voilà, donc actuellement, la Cour siège principalement, majoritairement en formation collégiale. Donc ce que souhaite faire le projet de loi, eh bien, c'est renverser la vapeur en instaurant le principe du juge unique à la Cour, voilà, comme étant le format principal, et que le recours à la formation collégiale soit l'exception uniquement quand il y aurait une question en fait qui le justifie, une difficulté, qui est une notion très floue, qui reste par ailleurs à définir. Et donc cette nouveauté serait vraiment, si vous voulez, une rupture historique, puisque ça fait 70 ans que ça fonctionne en collégial à la Cour, et ça serait à mon sens incompatible aussi avec la spécificité et les enjeux en fait du contentieux de l'asile. Alors les motifs, on va y revenir, les motifs qui sont invoqués, c'est que, déjà, il faut instaurer du juge unique en raison du projet de territorialisation du contentieux. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'en fait, on n'arrivera pas à trouver des juges assesseurs en région. Sur ce point, rien n'indique qu'il n'y aurait pas assez d'assesseurs en province. Il y a beaucoup d'assesseurs en réalité qui viennent de province pour venir siéger régulièrement à Montreuil. Sur le deuxième point, donc l'argument qui est invoqué par l'État, c'est que cette mesure est nécessaire pour réduire les délais de recours. Réduire les délais de traitement, d'examen. Alors là, sur ce deuxième point, ce n'est pas absolument certain que le recours au juge unique permette une réduction réelle des délais. En fait, on voit qu'en 2022, l'écart en fait, demeurait quand même assez faible entre les délais réels en formation collégiale, on est à 7 mois en moyenne, et ceux en formation à juge unique, on est à 5 mois. Ce n'est pas non plus un écart substantiel. Et puis ce qu'on voit surtout, c'est que le vrai problème, c'est qu'il y a de multiples renvois à la Cour, qui plombe, si vous voulez, la moyenne des délais de traitement. Et ces renvois ne semblent pas tenir, en réalité, au fonctionnement en collégial, mais plutôt à voilà, plein d'autres motifs. Donc ça, c'est les motifs invoqués. Mais donc, ce qui est important, surtout, essentiel, c'est de rappeler le caractère vraiment utile de la collégialité pour répondre à la spécificité, à la complexité et aux enjeux de l'asile. Le contentieux de l'asile, c'est pas un contentieux ordinaire, quoi. C'est un contentieux déjà de pleine juridiction. Ça veut dire que la Cour, elle se prononce, alors non pas sur la légalité de la décision qui est prise par l'OFPRA, mais directement sur l'octroi d'une protection. Elle va remplacer la décision de l'OFPRA, et elle va aussi statuer sur des retraits de protection. Donc elle participe, la Cour, à garantir l'accès au droit d'asile, qui, je le rappelle, est un droit fondamental, constitutionnellement consacré dans notre pays, et qui résulte d'engagements internationaux souscrits par la France qui nous honorent. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, il y a une singularité du contentieux d'asile qui ne repose quasiment sur rien de matériel. En fait, il faut établir en droit et en fait des craintes de persécution, mais la seule matière que nous avons, c'est la parole. C'est le récit des craintes. Donc, il faut établir de la crédibilité et de la véracité par rapport donc à ces éléments. Et donc, les juges de la Cour sont certes des juges des persécutions, mais surtout, ce sont des juges de la crédibilité. Et la demande d'asile, eh bien, elle est principalement examinée, analysée sous le prisme de cette crédibilité du récit de crainte qui entraîne l'intime conviction du juge. Donc, tout l'enjeu, c'est
comment juger de la crédibilité des faits énoncés par les requérants, comment évaluer les craintes, leur plausibilité, et ça renvoie ici au mot très fort de Serge Portelli, qui dit « mais qui sommes-nous en fait pour juger de la vie de ces femmes et de ces hommes, qui sommes-nous pour juger seuls de la crédibilité ?» Donc, c'est pour ça que la France, elle a fait le choix, dès sa création, dès qu'elle a créé la Cour en 1952, de créer, de se doter d'une instance spécialisée pour examiner les recours et de ne pas confier ce contentieux au juge administratif de droit commun. La France, elle a saisi très tôt, en fait, la finesse que requiert ce contentieux qui nécessite de faire appel à une expertise particulière, à des compétences très spécifiques, géopolitiques, juridiques, humaines, transculturelles, d'avoir une capacité de se décentrer, etc. Donc, supprimer, en fait, le principe de collégialité, ça reviendrait à entraîner, en tout cas selon moi et plusieurs, une régression certaine de la qualité de l'instruction des demandes d'asile et plus largement de la justice de l'asile que nous rendons en France. Pourquoi? Parce que eh bien, la collégialité, ça peut s'apparenter à une garantie procédurale de la demande, parce que ça constitue en fait un gage d'exigence, de vigilance en fait partagée à plusieurs, parce que grâce au croisement des expertises, des regards, des compréhensions, de cette triple vigilance, eh bien, elle concourt à fabriquer des décisions éclairées, équilibrées et donc plus robustes et plus justes. Et ça permet d'assurer une prise en compte plus fine de plein de prismes linguistiques aussi, de prismes culturels qui sont en jeu en fait lors des échanges entre l'examinateur et le demandeur d'asile. Ça permet en fait d'accéder, en tout cas on essaye, à une compréhension plus juste de la réalité du parcours et du récit de persécution du demandeur. Et donc, face à cette complexité de la matière, pour moi, la collégialité, c'est un garde-fou. C'est un garde-fou d'une justice de qualité, d'une justice équitable aussi, et beaucoup plus fiable. Et d'ailleurs, en résumé, ainsi qu'avait pu l'observer le vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, en 2014, les responsabilités, dit-il, qui incombent au juge de l'asile pour apprécier la complexité des situations humaines qui lui sont soumises, portent, il faut en être conscient, la difficulté de juger à un niveau très élevé en la matière. Voilà, donc cette disposition de la suppression du principe de collégialité a été adoptée sans encombre, à bas bruit, j'ai envie de dire, par le Sénat il y a 48 heures, le 14 novembre. Voilà, une mesure complètement passée sous les radars. Donc pour conclure, je pense sur ces aspects, comme toutes les réformes précédentes, on perçoit ici que le seul objectif, et Laurent Delvaux l'a très bien rappelé, qui guide en fait, le seul objectif qui guide la puissance publique, c'est d'aller plus vite, c'est de raccourcir les délais de la procédure toujours. Et dans cette course effrénée, il y a un risque en fait, il y a un grand risque. Et ce qu'il faut veiller surtout, c'est à ce que les droits et la qualité de l'examen des demandes d'asile ne soient pas écornés, ne soient pas touchés au nom de la rationalisation et de cette célérité recherchée. Je vous remercie. Merci Lucie. Alors juste, je sais qu'il y a quelques questions qui se posent dans le chat, mais on a bien un temps d'échange prévu sur les différents points abordés par Lucie et Laurent. Mais Laurent va aborder les deux derniers points sur l'éloignement et surtout avec une mise en perspective européenne, à l'échelle européenne, de ce qui se passe actuellement et de ce qui va arriver très rapidement aussi à l'échelle européenne et qui va imposer des choses effectivement au niveau national et qu'il est important d'avoir effectivement en tête en cette période aussi. Laurent, je te repasse la parole. Merci. Donc, je vais effectivement, alors on avait évoqué le sujet éloignement, je vais aussi vous évoquer d'autres sujets sur l'asile qui sont arrivés dans le projet de loi et qui ont pris une importance, une grande importance, qui était un peu même insoupçonnée au moment où on a préparé cette conférence, ce séminaire, mais qui sont importants pour les demandeurs d'asile, comme vous allez le voir. Donc, sur le sujet éloignement, alors, il y a tout, Lucie a évoqué en introduction les volets éloignement des étrangers qui constituent une menace à l'ordre public, etc. C'est pas ça dont je vais vous parler là. Je vous donne juste des informations sur l'éloignement dans le système d'asile, en quelque sorte. Et donc, l'éloignement dans le système d'asile, il y a deux sujets dans ce projet de loi. Un premier sujet, c'est que le projet de loi vient réduire le délai de recours dont disposent les déboutés de l'asile pour contester leur OQTF.
Aujourd'hui, les déboutés de l'asile, lorsqu'ils ont une OQTF, ils ont un délai de 15 jours pour la contester, qui est déjà un délai dérogatoire par rapport au droit commun. Hein. C'est une OQTF avec délai de départ volontaire, dans lequel normalement on a 30 jours pour la contester quand on est étranger et qu'on est touché par cette mesure. Les déboutés de l'asile, il y a déjà une exception qui a été portée par les précédentes réformes législatives qui consistait à réduire ce délai de 30 jours à 15 jours. Et là, le législateur, alors ça c'est une proposition du gouvernement, hein, dans son projet de loi initial qui a été validé par le Sénat, donc dont on peut craindre qu'elle sera maintenue sur l'ensemble du processus législatif, c'est de réduire ce délai de recours de 15 jours à 7 jours. Donc quelqu'un qui est débouté de l'asile, au moment où il reçoit son OQTF, il n'aurait que 7 jours pour le contester, ce qui est évidemment très court et trop court pour prendre connaissance de la décision, être accompagné, la comprendre, trouver un avocat, etc. Et ensuite saisir le tribunal administratif pour éventuellement contester cette mesure. Donc, c'est une réduction de délai de recours qui a une incidence potentiellement forte sur les droits des personnes aussi. Un autre délai de recours qui est impacté par ce volet du projet de loi qui vise à simplifier le contentieux, hein, mais en simplifiant le contentieux, on vient aussi réduire certains droits. C'est la question du délai pour contester une décision de transfert dans le cadre du règlement Dublin. Aujourd'hui, le délai de recours quand la décision de transfert est adressée en dehors d'une situation de rétention ou d'assignation à résidence, c'est un délai de 15 jours. Les personnes ont 15 jours pour contester sa décision de transfert. Ce délai passerait de 15 jours à 7 jours. Sur ce volet-là, il y a quand même quelque chose qui peut être perçu légitimement comme une amélioration, c'est qu'en fait, le délai est mis à 7 jours pour l'ensemble des situations de contestation des transferts Dublin, alors qu'aujourd'hui, en fait, on a deux délais. Aujourd'hui, on a un délai de 15 jours pour les personnes qui sont dans une situation classique, mais quand la décision de transfert est accompagnée d'une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention, les personnes n'ont que 48 heures pour contester cette décision de transfert. Donc là, ce serait 7 jours pour tout le monde. Donc on passerait de 15 jours à 7 jours pour certaines situations, mais on passerait de 48 heures à 7 jours pour d'autres situations, ce qui là, pour le coup, serait plutôt une amélioration, puisque c'est des situations qu'on rencontre assez fréquemment, hein, dans les dispositifs d'accompagnement de personnes qui se présentent un vendredi avec une décision de transfert Dublin accompagnée d'une assignation à résidence et qui doivent contester cette décision en 48 heures. Et quand on est vendredi et vendredi soir même parfois, eh bien, c'est quasiment impossible de contester cette décision. Donc là, pour ces situations, le fait d'avoir un délai de 7 jours, pour le coup, ça constitue une amélioration, mais un recul par ailleurs pour les autres situations. Ça, c'est ces deux dispositions qui étaient dans le projet initial, qui ont été validées, adoptées par le Sénat. Il y a tout un volet aussi du projet de loi dont je vais vous parler là avant de conclure tout à l'heure avec une perspective plus européenne, mais je continue sur le projet de loi parce que dans le projet de loi ont été ajoutées un nombre de dispositions importantes qui concernent en fait, la question de l'accueil des demandeurs d'asile, puisque là, on a beaucoup parlé de l'instruction des demandes, la question de la procédure, mais il y a tout un volet de notre système d'asile qui concerne aussi l'accueil des demandeurs d'asile. On sait que l'accueil, c'est une partie importante de notre système d'asile qui est souvent perçue comme quelque chose d'accessoire, de facultatif, voire un bonus, quelque chose qui serait généreux. On demande l'asile et puis on a une ADA, on a un hébergement. Et en fait, on oublie souvent que l'accueil, c'est une partie importante d'un système d'asile de qualité, là aussi, puisqu'on ne peut pas exprimer correctement ses craintes en cas de retour auprès d'une instance d'asile si on n'a pas les conditions d'accueil adéquates. C'est-à-dire si on n'est pas accompagné, hébergé, si on n'a pas les ressources suffisantes. En d'autres termes, hein, si on se présente devant l'officier de protection de l'OFPRA en ayant passé plusieurs semaines à la rue à lutter pour sa survie, eh bien, on ne va pas être en capacité d'exprimer ses craintes en cas de retour auprès de l'officier de l'OFPRA. Et donc, l'officier de l'OFPRA ne sera pas en capacité non plus de vous accorder une protection. Donc, il y aura un rejet et qui ne sera pas un rejet parce que votre demande n'est pas légitime et qu'elle ne rentre pas dans les critères de protection. Ce sera un rejet parce que vous n'aurez pas été en capacité d'exprimer vos craintes en cas de retour. Et donc, c'est en ça que le système d'accueil et d'avoir un système d'accueil de qualité, ça fait partie d'un bon système d'asile et c'est un point important. Et sur ce point-là, il y a de nombreux reculs, des reculs qui ne figuraient pas dans le projet de loi initial présenté par le gouvernement le 1er février. Un premier recul
qui là figure dans la version Sénat depuis le mois de mars, c'est la question de les conditions matérielles d'accueil, en fait des hypothèses de retrait, de suspension, de refus des conditions matérielles d'accueil, qui dans notre droit actuel sont facultatives, c'est-à-dire qu'il est indiqué que l'autorité administrative peut retirer, peut suspendre, peut refuser les conditions matérielles d'accueil dans tout un tas d'hypothèses, mais c'est formulé en disant on peut. Ce qui signifie que l'OFII, en fait, est tenu à un examen individuel à chaque fois. Il doit prendre en compte les vulnérabilités, il doit justifier de sa décision, etc., du point de vue de la personne. Là, ces hypothèses sur lesquelles il est inscrit aujourd'hui peu dans la loi, eh bien, le législateur supprime le peu et dit les conditions matérielles d'accueil sont retirées et pas peuvent être retirées, sont refusées ou bien sont suspendues dans telle et telle hypothèse. Donc c'est un petit aspect sémantique, on retire un mot dans la loi, mais qui vient en fait avoir un impact important sur la façon dont sont perçues ces conditions d'accueil. Au passage, hein, c'est une disposition qui est probablement contraire au droit européen, puisque la directive accueil impose une situation individuelle dans tous ces cas-là. S'il y a une automaticité, il n'y a plus d'examen de situation individuelle, et donc potentiellement quelque chose qui est contraire au droit européen. Sur les conditions d'accueil, le Sénat a aussi ajouté, et là dès la version commission des lois, une disposition qui vient mettre fin au délai de présence autorisé pour un débouté dans les lieux d'hébergement. Comme vous le savez sûrement, aujourd'hui, les déboutés dans les lieux d'hébergement ont droit au maintien en présence autorisée pendant une durée d'1 mois. Donc la loi dit les déboutés peuvent rester dans une durée prévue par décret, et un décret qui dit que c'est 1 mois. Aujourd'hui, cette disposition de la loi et donc le renvoi à un décret est supprimée. Un débouté doit sortir de son lieu d'hébergement le jour où il reçoit sa décision négative. On sait que c'est une posture d'affichage politique. On sait que déjà 1 mois, c'est très court pour faire sortir les personnes parce que derrière, il y a tout un tas d'enjeux. On sait aussi que ce délai, il peut être nécessaire pour expliquer le retour, pour parler des aides au retour, pour accompagner l'éloignement, etc. Et donc, c'est aussi un délai, enfin, c'est une disposition qui est contre-productive à tout point de vue, mais qui est une disposition là aussi qui vise à afficher une certaine fermeté par rapport à ce public des déboutés de l'asile. Et dans le même thème par rapport aux déboutés de l'asile, le Sénat est venu ajouter, là dans les débats récents, le fait, enfin, il est venu ajouter dans la loi que d'adresser une OQTF à un débouté de l'asile deviendrait une obligation pour les préfectures. Et une obligation qui serait encadrée par un délai, c'est-à-dire que les préfectures, un délai qui serait prévu par décret, donc on ne connaît pas aujourd'hui, mais dans lequel les préfectures seraient tenues, pour tous les déboutés, de délivrer une OQTF dans un délai précis qui serait déterminé. Alors là aussi, hein, c'est une posture qui est relativement une posture d'affichage. Aujourd'hui, quand la préfecture reçoit une décision définitive, enfin est informée d'une décision définitive de rejet, eh bien, elle est aussi en quelque sorte tenue de prendre une décision d'éloignement, même si la loi ne le dit pas comme ça. Elle est tenue de le faire sous réserve des autres possibilités de régularisation qui sont aussi prévues dans la version Sénat. Hein. Je vous dis, le Sénat impose une OQTF obligatoire, mais sous réserve toujours des autres possibilités de régularisation qui sont notées telles quelles dans la loi. Mais donc, en fait, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les préfectures ne délivrent pas toujours des OQTF et pourquoi elles le font dans un délai parfois très long? C'est une question de moyens, en réalité. Hein. Donc, le législateur, là, en imposant une OQTF dans un délai précis, vient mettre en difficulté les préfectures, en réalité, sur cette mission qui est celle d'éloigner les personnes dont elle a la connaissance d'une situation irrégulière, et c'est le cas pour les déboutés de l'asile. Le Sénat est venu ajouter aussi une disposition en matière d'accueil qui est assez inquiétante dans ce qu'elle porte comme glissement, c'est le fait que de quitter son lieu d'hébergement induirait une clôture de la demande d'asile par l'OFPRA. Et c'est assez inquiétant parce qu'en fait, aujourd'hui, dans notre dispositif, il n'y a pas de lien en réalité entre les conditions d'accueil et l'instruction de la demande d'asile. C'est-à-dire quelqu'un qui se comporte mal, qui est violent dans un lieu d'hébergement, je ne sais rien, pour une raison ou pour une autre, il doit quitter son lieu ou il quitte par lui-même son lieu d'hébergement, eh bien en fait est maintenue toujours la possibilité de poursuivre sa demande d'asile, parce qu'en fait c'est deux sujets qui sont distincts. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un quitte son lieu d'hébergement que tout d'un coup on va dire il n'y a plus de crainte en cas de retour et on va vous renvoyer vers vos persécuteurs parce que vous avez quitté votre lieu d'hébergement. C'est deux sujets qui sont détachés aujourd'hui, l'accueil et l'instruction. Et là le Sénat vient mettre un lien entre ces deux sujets, puisqu'il vient indiquer que quelqu'un qui quitte son lieu d'hébergement vers lequel il était orienté, eh bien, l'OFPRA doit
clôturer sa demande d'asile. Et donc, la demande d'asile est suspendue dans cette hypothèse. Un autre sujet aussi lié au débouté de l'asile qui est venu ajouter le Sénat, c'est d'indiquer que les demandeurs d'asile déboutés de leur demande ne seraient plus éligibles au dispositif d'hébergement généraliste, c'est-à-dire le 115, l'urgence sociale. On sait qu'il y a des pratiques de certaines préfectures déjà qui viennent, enfin certains services de l'État qui viennent restreindre déjà l'accès à ces services en pratique pour les déboutés de l'asile, mais c'est une mesure qui est aujourd'hui illégale, hein, puisque la loi ne pose en aucun cas cette distinction-là. Et là, la loi vient le poser avec cette mesure du Sénat, qui est aussi là probablement très, très contestable et très critiquable, hein, en vue de la conformité à d'autres textes, puisque l'hébergement généraliste, on le rappelle, c'est là non plus pas un bonus ou autre, ça vise simplement à assurer la dignité des personnes et des personnes humaines indépendamment de leur statut, hein. C'est pour ça qu'on parle d'hébergement inconditionnel, puisque ce qui vient motiver aujourd'hui l'urgence sociale, c'est en aucun cas le statut des personnes, mais simplement le fait qu'on a en face de nous des êtres humains qui sont à la rue. Et c'est ça qui a amené le législateur français à dire on va prévoir un dispositif d'hébergement pour ces personnes. Là, il y a une brèche dans cette conception-là en indiquant certaines personnes, parce qu'elles sont déboutées de l'asile, ne pourraient pas accéder à ce dispositif d'hébergement généraliste. Et sur la question de l'accueil, un dernier point et pas des moindres, parce qu'il il est issu d'un amendement proposé par le gouvernement lui-même pendant ces débats-là, ce qui est assez étonnant ou choquant, puisque le gouvernement en fait avait toute la marche pour proposer ce qu'il voulait dans sa projet de loi initial, il y a des choses qu'il n'a pas proposées initialement et qui vient proposer dans le processus législatif à travers des amendements. Et c'est pas des petites modifications à la marge, puisque l'amendement dont je vous parle là, c'est un amendement qui vient étendre très largement la possibilité pour l'autorité administrative de placer en rétention administrative des demandeurs d'asile. Vous avez bien entendu, on parle de rétention administrative des demandeurs d'asile, et c'est-à-dire, alors rétention administrative ou assignation à résidence, qui dans tous les cas sont des cas sont des cadres coercitifs qui viennent limiter ou priver de liberté des personnes qui sont demandeuses d'asile, c'est-à-dire qu'on parle de personnes qui ne sont pas dans un processus d'éloignement. Notre dispositif de rétention aujourd'hui est conçu pour cette perspective-là, pour mettre en œuvre des procédures d'éloignement, des personnes dont on a une perspective d'éloignement, dont on a une décision d'éloignement. C'est ça notre système de rétention aujourd'hui. Et là, il y a un glissement important qui est proposé par le gouvernement, qui a été adopté par le Sénat, qui consiste à dire que certains demandeurs d'asile pourraient être placés en rétention pendant le temps de leur demande d'asile. Qui est concerné? Deux catégories de personnes qui sont concernées. La première catégorie, c'est les demandeurs d'asile qui constituent une menace à l'ordre public. Il reste à savoir comment elle sera appréciée, etc., etc. C'est toujours un enjeu important, mais en tout cas, quelqu'un qui est demandeur d'asile et qui constitue une menace à l'ordre public pourrait être placé en rétention du fait de cette situation. Et la deuxième situation, ce serait pour les demandeurs d'asile qui présentent leur demande en dehors des guichets uniques pour demandeurs d'asile, futur pôle France Asile dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qui concerne en fait les demandeurs principalement qui sont arrêtés par les services de police, arrêtés dans un train, arrêtés à la frontière franco-italienne, franco-espagnole, et qui au moment de leur arrestation disent « je demande l'asile ». Aujourd'hui, le cadre juridique actuel prévoit que ces personnes doivent être orientées vers un dispositif pour faire leur demande d'asile. Hein. Normalement, quelqu'un qui est arrêté par la police aux frontières à Menton, à la frontière franco-italienne, qui dit « je demande l'asile », la police à la frontière de Menton doit lui dire « vous demandez l'asile, je vous oriente vers la Spada de Nice qui pourra vous orienter vers un rendez-vous en guichet unique ». Je dis normalement puisqu'on sait tous que cette situation n'est pas celle-ci en pratique et qu'il y a des violations quotidiennes du droit et de l'accès à la demande d'asile à la frontière franco-italienne. Mais là, ce que vient valider le législateur, c'est la possibilité, dans ces situations, de placer le demandeur en centre de rétention. Alors, il ne suffira pas de présenter sa demande hors guichet unique, il faudra aussi rentrer dans une des hypothèses qui est prévue par la loi pour dire non seulement vous présentez votre demande en dehors du GUDA, et en plus, vous présentez un risque de fuite. Et le risque de fuite, il est caractérisé par tout un tas d'hypothèses qu'a posé le législateur. Par exemple, le fait que la personne soit entrée en France il y a plus de 90 jours et n'a pas formulé sa demande d'asile avant cette interpellation, par exemple, eh bien, ça sera constitutif d'un risque de fuite et donc la possibilité de placer en centre de rétention. Parce que la personne, par exemple, a déjà été débouté de sa demande d'asile en France et que sa demande du coup devient une demande de réexamen, parce que la personne a déjà enregistré sa demande dans un autre pays de l'Union européenne et sa demande est en cours dans un autre pays, etc. Donc je ne vous liste pas tout et c'est assez technique en réalité, mais il y a ces critères de présentation en dehors de l'autorité prévue,
et risque de fuite à travers des hypothèses qui sont listées dans la loi. C'est difficile d'évaluer combien de personnes seraient concernées, mais ça pourrait être un vrai changement dans la prise en compte de la demande d'asile aujourd'hui, puisque toutes ces hypothèses-là supposent que les personnes, du coup, vont être orientées vers un centre de rétention et elles seront soumises à la procédure d'asile en rétention. Qu'est-ce que c'est que la procédure d'asile en rétention? C'est une demande d'asile qui doit être faite 5 jours après votre arrivée en centre de rétention maximum. L'OFPRA est tenu de statuer en 96 heures et il vous donne un statut ou il rejette. Il statue au fond dans une décision qui a son importance dans un processus qui souvent passe au mieux par de la vidéo-audience, au pire par des entretiens téléphoniques, des demandes d'asile qui ensuite font l'objet d'un recours très limité puisqu'il n'y a pas de recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile, donc il y a droit à un recours qui est très peu effectif. Donc tout ça, en fait, quand on dit on place des demandeurs d'asile en rétention, on les place en rétention avec une procédure d'asile extrêmement dégradée. Et donc là aussi, une capacité à examiner les craintes en cas de retour qui sera très limitée et donc encore une fois, un affaiblissement de notre système d'asile qui sera moins en capacité de bien analyser les craintes en cas de retour et donc qui potentiellement renverra chez eux des personnes qui ont des vraies craintes en cas de retour mais qui n'auront pas été dans les conditions adéquates pour les exprimer. Et dernier point de ce qu'a ajouté le législateur récemment, et là aussi dans le cadre d'une proposition formulée par le gouvernement lui-même, donc inquiétant parce que probablement maintenu au niveau de l'Assemblée nationale, jusqu'à ce sera porté, défendu par la majorité, c'est la limitation de la réunification familiale donc la réunification familiale qui concerne les bénéficiaires de la protection internationale, les réfugiés ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Le législateur, le gouvernement, à travers un article, est venu poser tout un tas de limitations à cette réunification familiale, avec une argumentation très claire et sans se cacher dans son argumentation en disant la réunification familiale bénéficie à trop de personnes. C'est-à-dire que le gouvernement dit on est passé le nombre de réunifications familiales a été multiplié par 4 et donc il faut limiter en quelques années. Bah oui, c'est normal, il y a eu plus de demandeurs d'asile, donc il y a eu plus de personnes protégées, donc il y a eu plus de réunification familiale. Le constat du gouvernement, c'est de dire oula, attention, ça fait trop de personnes. Donc trop de visas délivrés, donc trop d'arrivées. On est de l'ordre de 20 000 personnes par an. Faut quand même rappeler l'ampleur de ces chiffres qui sont extrêmement limités pour un pays comme le nôtre. 20 000 arrivées au titre de la réunification familiale chaque année, mais c'est trop pour le gouvernement qui préférait retourner aux chiffres d'il y a quelques années où on était à 5 000 6 000 arrivées par an. Et donc, il vient limiter tout un tas de critères. Alors, il y en a plein, je ne vais pas tous vous les citer, mais par exemple, il est venu limiter le délai pour demander la réunification familiale. Aujourd'hui, il n'y a pas de délai, on peut demander ça 2 ans après son statut, par exemple. Là, il est venu limiter ça à 18 mois. Après les 18 mois, on rentrera dans les critères du regroupement familial qui sont beaucoup plus stricts. Il est venu aussi poser une exigence d'appréciation du maintien du lien avec la famille qui est restée dans son pays d'origine, en indiquant qu'il faut que les relations soient relativement stables et continues pour former une famille. Donc là aussi, de quoi on parle quand on parle de gens qui sont sur les routes migratoires depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qui ont des difficultés importantes à maintenir ces relations avec leur famille, mais ce n'est pas une question de volonté, c'est souvent une question de séparation des familles qui sont extrêmement compliquées et douloureuses. Il est venu aussi, le législateur, par exemple, reculer l'âge avancer l'âge d'éligibilité pour faire venir ses enfants. Aujourd'hui, on peut faire venir ses enfants jusqu'à leur 19e anniversaire. Le législateur là est venu indiquer que ce sera jusqu'à leurs 18 ans. Donc là, ça paraît pas grand-chose, mais c'est un changement important pour les personnes. Des personnes qui aujourd'hui peuvent faire venir leurs enfants, demain ne pourront pas faire venir leurs enfants au titre de la réunification familiale. Encore une fois, simplement pour afficher des chiffres plus corrects au niveau du gouvernement sur les arrivées légales en France. Le tout au détriment d'un point, la réunification familiale, qui participe, on le sait tous, à l'intégration des bénéficiaires de la protection internationale en France. Donc, on vient là aussi limiter les possibilités d'intégration de ces personnes pour des postures de fermeté qui sont largement critiquables. Et dernier point, puisque j'ai débordé le temps qui m'était accordé, en 2 minutes, juste pour vous signaler un petit point d'ouverture autour de toutes ces discussions, c'est la question du sujet européen. On voulait évoquer ça dans ce séminaire parce qu'aujourd'hui, tout le focus est fait sur cette réforme française et les sujets européens sont en général assez peu traités médiatiquement, politiquement en France, mais il faut avoir conscience que depuis 3 ans se discute en Europe une réforme importante de notre régime d'asile européen commun
à travers ce qui a été présenté comme le pacte sur la migration et l'asile, présenté en septembre 2020 par la Commission européenne, en négociation depuis cette période. Donc ça fait depuis septembre 2020 que les différentes instances de l'Union européenne discutent de ce texte pour tenter d'arriver à un compromis politique entre les États et ensuite de trouver des ajustements techniques au niveau du Parlement européen, etc. Là, on est dans des phases, ce qu'on appelle les phases de trilogue actuellement sur ces sujets-là, c'est-à-dire des discussions informelles entre le Conseil de l'Union européenne, la Commission et le Parlement pour tenter de trouver des positions communes qui seront ensuite validées par le Parlement. Des négociations qui sont assez compliquées, dont on ne sait pas si elles vont aboutir, mais si elles aboutissent, elles pourraient aussi amener un changement en profondeur de tout un tas de pans de notre système d'asile. Le principal changement peut-être de ce paquet de législatifs européens qui constitue plus de 800 pages. Il y a plus de 800 pages de textes là, qui sont proposés par l'Union européenne pour modifier notre système d'asile européen. C'est ce qui se passera à la frontière de l'Union européenne au moment des arrivées, puisque ce pacte sur la migration et l'asile propose un système en quelque sorte d'enfermement massif à l'arrivée, avec une procédure de filtrage de 5 jours qui serait suivie d'une procédure d'asile à la frontière pour la plupart des demandeurs pendant 12 semaines, qui sera ensuite suivie éventuellement d'une procédure de retour toujours à la frontière, toujours dans un lieu d'enfermement pendant 12 semaines encore pour ceux qui auraient eu un rejet de leur demande d'asile. Donc on est sur un dispositif qui amènerait à un enfermement potentiellement de plus de 6 mois aux frontières de l'Union européenne et qui serait... il y a un micro ouvert, si quelqu'un peut le couper, merci. Du coup, donc il y a cette proposition de dire toutes les personnes, on va les enfermer pour déterminer en fait si elles peuvent rentrer avec un dispositif très coercitif, avec en réalité très peu de garanties en termes d'accompagnement juridique, très peu de garanties en termes d'évaluation des vulnérabilités. Etc. Et donc quelque chose qui est aussi assez inquiétant dans ce que ça va amener pour les conditions dans lesquelles seront placées les personnes. On parle de personnes là qui seraient arrêtées en sortant du bateau qui vient de traverser la Méditerranée avec tous les traumatismes que ça peut impliquer, etc. Et qui seraient tenues de délivrer tout ça dans un lieu de privation de liberté. Donc c'est aussi un recul important. Il y a des dispositions sur la solidarité, la répartition des demandeurs qui, malgré ce qui a pu être annoncé au début, ne modifie pas en profondeur les éléments du règlement Dublin, c'est-à-dire qu'ils font peser toujours la responsabilité sur les pays de première entrée et qui organise un dispositif de solidarité très imparfait parce que facultatif, parce que lié à tout un tas de modalités qui seront un peu à la carte pour les États. Et puis, il y a aussi tout un tas de dispositions qui viennent, par exemple, porter un cadre spécifique en cas de crise migratoire, en cas d'instrumentalisation de la question migratoire par d'autres États. Ça aussi, c'est inquiétant parce qu'en fait, les États auront une marge de manœuvre assez forte pour dire « Ah, là, il y a tous les migrants qui nous arrivent, c'est parce qu'il y a une instrumentalisation de l'État en face qui veut nous envoyer des migrants. Et donc, comme on décide ça, eh bien, on va dégrader très nettement la demande d'asile, on vient dégrader les conditions d'accueil, on vient dégrader les conditions de procédure, et le droit européen autorisera ça à l'avenir en cas de crise ou d'instrumentalisation. Et donc, c'est des choses qui sont assez inquiétantes, des choses qui devraient être adoptées. Dans quelle version, on ne sait pas, une version rabougrie ou une version plus étendue, on ne sait pas, mais en tout cas, il devrait y avoir quelque chose d'adopté d'ici février 2024, donc d'ici quelques mois, puisque c'est ce que veulent la Commission et le Parlement européen aussi, de boucler ça avant le cycle des élections européennes, qui va débuter à partir du mois de mars-avril pour des élections qui se tiendront en juin, et pour des textes il est prévu que leur application se ferait, a priori, les derniers bruits qui courent à Bruxelles, ce seraient des textes qui seraient d'une application dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Donc des textes qui seraient adoptés peut-être en février 2024, sur lesquels il serait indiqué que ce cadre législatif serait applicable à partir du 1er janvier 2026 ou peut-être 2027. En tout cas, voilà, des changements qui ne seront pas immédiats, mais qui vont quand même ensuite être d'application immédiate, enfin d'application directe en France, puisque là, on parle de textes européens qui seraient sous forme de règlement. Donc, il n'y a pas de temps de transposition par les États ensuite, ce serait d'application directe par les États. Et donc, ça viendrait aussi modifier notre droit sur ces situations d'asile. Voilà, j'en ai terminé.